Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'attaquer les 10h70. Je me présente rapidement. Je vais faire l'introduction de ce webinaire. Benoît Guay, je suis le directeur de l'agence d'urbanisme Épure. Donc, je vous remercie en premier lieu d'être présentes, nombreux et certainement encore plus nombreux après le quart d'heure stéphano-forésien. Mais donc, je vais faire une petite introduction du webinaire, vous le savez, qui est relatif à un outil qui a été constitué partenarialement, la base patrimoine ou l'inventaire patrimoine, donc PowerPoint, qui a été travaillé par Chantal Constantin, qui est pilote du dossier, je le remercie. Laurent Ponsonnet également, responsable de pôle, qui interviendra. Je remercie également Grégory Charbonnier et Nadine Alitime-Dubois, pardon, qui interviendront également tout à l'heure. Et merci de cette présentation à laquelle vous participez. Vous l'avez vu sur le titre du webinaire qui est sous vos yeux, on a beaucoup tourné autour de la notion de compagnonnage, de compagnon, qui est en lien direct avec une des orientations de l'agence d'urbanisme, de son projet d'agence qui a été validé voté par les membres de l'Assemblée générale en décembre dernier, qui nous donne un cadre et une raison d'être bien évidemment un petit peu plus forte à notre intervention en tant qu'agence d'urbanisme. Ça, c'est le premier point, et qui nécessite derrière cette notion de compagnonnage, qui nécessite de travailler en partenariat, ce qui est notre raison d'être, qui est notre raison d'intervenir pour nos partenaires. Donc derrière la notion de compagnonnage, si je fais un petit peu d'étymologie, quelques secondes, compagnon vient de la notion de faire le pain avec, et ça reflète assez bien ce qu'est cet inventaire du patrimoine, puisque finalement ce sont des ingrédients assez simples, pour le pain, l'eau, la farine et le sel. Et pour notre inventaire, effectivement, le patrimoine qu'il y a sur nos territoires. Donc, des ingrédients assez simples qui sont sous nos yeux, mais qui nécessitent un vrai savoir-faire, important qui ne peut se constituer qu'avec le temps, le travail, les échanges, les intérêts de chacun. Et vous le verrez, ça se voit assez bien dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et tout ce travail ne peut se faire finalement que dans un cadre assez stable, pérenne, et en confiance. Donc, juste pour peut-être présenter cette notion de partenariat, ce travail-là a été constitué avec Saint-Étienne Métropole, et je remercie de nouveau Grégory Charbonnier, qui est chargé de mission Ville d'Arrêt d'Histoire et en charge du dossier Pays d'Arrêt d'Histoire. Il nous en parlera tout à l'heure. Ça s'est fait également en lien avec la Direction régionale des affaires culturelles et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je salue également Madame Alitime Dubois, qui est chercheuse au service inventaire et patrimoine culturel à la région. Et encore une fois, merci de votre intervention. Ça n'a pu se faire également qu'avec les liens de partenariat avec l'université, puisque ce travail-là a été appuyé par des stagiaires qui, année après année, ont alimenté cet outil. Et vous le verrez qu'il y a besoin de vivre, qu'il y a besoin d'être alimenté. Je salue Logan Mourmelon, vous ne le voyez pas à l'écran, mais qui est notre stagiaire cette année et qui est chargé d'alimenter cet inventaire. Mais c'est un lien très fort avec également l'université. Donc vous le voyez déjà, cette notion de partenariat extérieur est assez forte. Donc ça, c'est la première notion de partenariat. Et la deuxième notion de partenariat, c'est quelque part, c'est un travail méthodologique important qui est utilisable et utilisé dans des missions assez diverses que l'agence d'urbanisme réalise pour son partenariat. Vous le verrez tout à l'heure. Donc, à la fois en termes de planification, Laura en particulier et Chantal interviendront dessus, mais en planification, les PLUI s'appuient beaucoup sur cet inventaire patrimoine. En termes de projets urbains et territoriaux, on parlera du PPAGOS et d'un certain nombre de projets urbains. Donc, vous verrez que finalement, cette base patrimoine est très utile également sur des travaux que mène l'agence d'urbanisme. J'en ai déjà beaucoup dit, beaucoup trop dit peut-être, et je vous vois piaffer d'impatience de l'autre côté de l'écran au démarrage de cette mission. Donc, je vais laisser Chantal, Constantin, pilote du dossier, entamer ce PowerPoint et ce webinaire. Et merci à toutes et à tous, encore une fois, d'être présents. Bonjour, moi je vais vous présenter cet inventaire qui est effectivement un travail de très longue haleine, puisque à Épure, la démarche a débuté en 2007 à l'occasion des premières réflexions qui ont eu lieu sur le devenir à l'époque des grands sites industriels tels que Giat à Saint-Chamond. Et donc, à cette époque, il y a eu une volonté conjointe de la part à la fois de Saint-Étienne Métropole et de l'agence d'urbanisme
d'avoir une meilleure connaissance formelle du territoire et du processus qui a pu guider la construction de ce territoire. Et c'est donc dans ce cadre qu'a été mis en place cet inventaire. Donc, à l'époque, l'origine de cette base, c'était surtout orienté donc patrimoine industriel. Et il s'est agi dans un premier temps de compiler des données qui étaient préexistantes, mais dans différents services, aussi bien à l'agence d'urbanisme épure qu'à la ville de Saint-Étienne ou que dans certaines associations qui détenaient des éléments sur le patrimoine local ou à l'occasion de travaux réalisés par des spécialistes comme l'ouvrage Sans site en enjeu qui avait été réalisé à l'époque par Philippe Père, qui était le conservateur du musée de la mine. Donc, à Épure, c'est donc sous l'impulsion d'un doctorant qui est venu faire sa thèse à l'agence, qui s'appelait Guillaume Sodeza, qui avait une très bonne connaissance des travaux de l'inventaire, puisqu'il a travaillé en lien avec les personnes de la DRAC. Donc, il a compilé donc l'ensemble de ces données dans ce qu'on appelle aujourd'hui un web SIG, c'est-à-dire il a réalisé des fiches d'information sur ce patrimoine et ces fiches sont actuellement géoréférencées sur une photo aérienne. Et donc, depuis 2019, cette base, elle est régulièrement mise à jour et complétée, et notamment pour alimenter, d'une part, le projet de labellisation du pays d'art et d'histoire à l'échelle de Saint-Étienne Métropole, et d'autre part, pour permettre la réalisation de pièces réglementaires dans l'élaboration du PLUI de Saint-Étienne Métropole. Et donc, l'ensemble de ces travaux ont été réalisés en lien étroit, bien sûr, avec l'ensemble des services de Saint-Étienne Métropole, mais aussi avec l'ensemble des services concernés par ces questions de patrimoine, mais aussi des élus en charge du suivi de ces questions. Donc, cette base, elle est aujourd'hui exhaustive concernant le patrimoine construit avant 1945 sur Saint-Étienne Métropole, donc sur les 53 communes que forme ce territoire. Et je vais vous montrer quelques illustrations issues de cette base de données. Là, voilà. Et pour vous dire aussi que ces éléments-là que je vais vous présenter très rapidement, aucun d'entre eux pour l'instant ne bénéficie de périmètre de protection. Alors par exemple, vous avez ici la halle Inouane à Nova-Syrie, à Saint-Chamond, qui a été réhabilitée pour répondre aux attentes d'aujourd'hui, mais dans le respect de ses particularités d'origine. Par exemple, dans la base, vous avez également de nombreuses cités ouvrières. Donc ici, vous avez une cité ouvrière très caractéristique. C'est la cité du Bec au Chambly-Feugerolles. Vous avez par exemple ici un pavillon emblématique du 19e avec ses décorations très particulières qui marque d'un vaste domaine patronal avec un parc arboré de qualité. Donc, c'est le pavillon choisi sur la commune de La Fouillouse. Vous avez par exemple des anciennes usines. Ici, c'est une ancienne usine de moulinage où on traitait la soie dans les communes rurales. Donc, c'est ici une commune rurale des Monts du Pilat à Doisieux. On a recensé également les ouvrages d'art qui ont pu être réalisés à différentes époques, donc avec ici le viaduc ferré d'une ancienne ligne qui reliait Firminy à Pont-Salomon, et puis ici un pont très ancien sur la commune de Saint-Galmier, le pont Gavet. Est-ce que je peux pas, ça ne défile pas comme voilà. Vous avez d'autres éléments. Alors, par ailleurs, Saint-Étienne Métropole, c'est aussi un territoire largement rural. Et donc, il y a de nombreux éléments du patrimoine agricole avec ce qu'on peut appeler du petit patrimoine. Donc, vous avez ici en illustration un ancien abreuvoir à Abouin. Donc, c'est des abreuvoirs qui ont été taillés dans la roche. Donc, voilà.
ou alors d'anciens pigeonniers réalisés en terre battue, en pisé, comme ici à Saint-Galmier. Et puis, bien sûr, de nombreuses fermes, donc réalisées avec différents matériaux, selon si elles ont été construites dans les monts, comme ici sur la commune de Marcenau. Donc, on voit, c'est plutôt en pierre de taille, ou dans la plaine, on va trouver des fermes plutôt réalisées en pisé ou en galets, etc. Donc, tous ces éléments sont aujourd'hui collectés dans cette base de données. Et donc, cette base, aujourd'hui, est un véritable référentiel qui sert de socle de connaissances partagées, donc dédié au plus grand nombre. Et maintenant, je vais vous présenter très rapidement la manière dont sont collectées ces informations dans la base de données avant de laisser la parole à nos partenaires. Donc, tout d'abord, le travail, oui, ce que je voulais signaler, c'est que ce travail de recensement, il est fait à Épure. À la fois, il y a des Clotilde Redon ou Camille Devancoeur qui étaient des personnes, je veux dire, enfin, c'est des personnes en activité qui ont pu accompagner la réalisation de ces fiches et qui ont pu encadrer chez nous la venue de nombreux stagiaires qui, chaque année, donc depuis 2019, ont mis à jour cette base de données. Et donc, leurs travaux consistent, dans un premier temps, à faire un repérage des éléments de patrimoine en comparant le cadastre napoléonien, qui est le premier cadastre connu, qui a été réalisé en 1800, avec le cadastre actuel. Et avec ces éléments, ça leur permet de voir ce qui pouvait exister par le passé. Alors ensuite, ils vont déterminer des périmètres sur des ensembles bâtis qui ont une cohérence historique ou architecturale, et ils vont se renseigner ils vont consulter des ouvrages pour essayer de décrire au mieux ces objets. Par la suite, ils vont se rendre sur le terrain avec ces informations où ils vont regarder plus en détail la composition des bâtiments, leur ornementation, etc., et voir comment ils interagissent dans leur environnement. Et ils vont également évaluer leur qualité à la fois patrimoniale et architecturale. Donc, l'ensemble de ces éléments, ils les reportent dans une fiche où ils évaluent aussi, donc à partir de notes, la valeur architecturale, urbaine, ainsi que le risque de mutation de ces éléments. Parce que souvent, il y a une méconnaissance assez importante de ce qui fait patrimoine sur notre territoire. Par la suite, ces éléments, ces informations, elles sont retranscrites dans une fiche reliée à un périmètre dessiné sur une cartographie numérique et qui prend la forme de ce qu'on appelle le WebSig. Et enfin, ils prennent aussi des photos. Donc, à la fin, cette base de données est accessible sur Internet. Donc, vous y retrouvez la fiche liée à un périmètre et un ensemble de photos qui illustrent en fait le bâtiment recensé. Donc, ben voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Nadine Agutine-Dubois de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour nous parler plus précisément de la question des inventaires. Oui, je vous remercie Chantal. Donc, l'inventaire du patrimoine culturel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une méthode de travail nationale qui a été élaborée en 1964 sous l'égide du ministère de la Culture. Donc, c'était à l'époque André Malraux qui était Premier ministre et qui était ministre de la Culture, et il s'est fait accompagner par André Chastel, qui est un historien de l'art, qui a créé l'inventaire. Alors, cette méthode de travail associe l'enquête de terrain, comme on vient le voir dans la présentation de Chantal. Ce travail de terrain est très important. Il faut aller voir l'élément bâti sur lequel on travaille, et il est associé à une étude de sources très importante, donc recherche cadastrale. Excusez-moi, c'est la lumière qui s'est éteinte dans le box où je suis, donc je vais rester un peu jusqu'à ce que ça se remette, c'est pas grave. Alors, l'étude des sources, très importante, rechercher un maximum de documentation autour
des éléments sur lesquels on va faire l'étude et des grosses recherches bibliographiques. Et mener de front une étude architecturale, une étude urbanistique et une étude aussi sur ce qu'on appelle à l'inventaire les objets mobiliers, ce qui n'est pas forcément pris en compte dans la base d'Épure, mais c'était un choix de départ. Hein. Donc, alors, tous ces éléments servent à la constitution d'une importante documentation historique et iconographique, jamais rassemblée sur l'ensemble du patrimoine français. C'était un peu l'idée de départ. Ce travail, cet immense travail sur récollement réalisé sur 26 régions à l'époque, 13 régions aujourd'hui, constitue une importante documentation historique et iconographique. On verra que l'importance de la photographie, des relevés, de la cartographie est vraiment à associer à l'étude de terrain et à l'historique aussi des bâtiments. Toute cette documentation, donc ce travail est restitué au public sous plusieurs formes, mais surtout sur une forme, la première, c'est-à-dire la mise en ligne des données. On verra que c'est la plus importante aujourd'hui et c'est celle qui est la plus regardée. À côté de ça, bien sûr, il y a énormément de conférences, d'expositions photographiques et puis de publications qui sont réalisées aussi. L'inventaire, contrairement aux monuments historiques et à l'archéologie, ne dispose pas d'outils législatifs, par exemple de protection du patrimoine. Nous, on ne sert pas à protéger. En revanche, on sert à préserver la mémoire d'un territoire et à accompagner aussi la chaîne patrimoniale, c'est-à-dire on accompagne aussi, on peut dire à nos collègues de l'inventaire, nos anciens collègues des monuments historiques, que voilà, il y a des choses qui ressortent et qui méritent protection. Voilà. Donc cet inventaire, il est né après-guerre, avec la prise de conscience de l'accélération après-guerre, de la transformation des paysages et de la disparition de biens culturels par l'abandon des usages et les changements de mode de vie. L'inventaire travaille sur des territoires en perpétuel mouvement, comme on vient de le voir, hein, qui sont en perpétuelle évolution. Donc, il aide à la connaissance du passé et à opérer des choix en termes d'aménagement du territoire, de mise en place de politiques de préservation et de la mise en valeur du patrimoine. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, hein, parce que Chantal a déjà montré la mise en place des fiches, tout le travail qui se fait en amont du terrain. Donc, c'est une méthode nationale. On utilise un vocabulaire normé. Donc, ce travail s'appuie sur le descriptif et l'analyse des traces matérielles par une enquête de terrain très importante. Donc, l'inventaire, c'est un appui scientifique afin d'accompagner les études, comme ici, par exemple, pour le Pays d'art et d'histoire pour Grégory, visant à obtenir des labels culturels, ou bien une protection, ou bien une mise en valeur d'un patrimoine par une commune, pour avoir de la documentation, par exemple, pour le loto du patrimoine. Il y a énormément d'associations qui vont dans les bases de données du patrimoine de l'inventaire pour monter leur dossier. Donc, c'est un partenariat très important également avec les universités. J'ai longtemps travaillé avec le Master Patrimoine de Jacqueline Bayon, Samir Mafoudi, qui a travaillé aussi avec Guillaume Sodeza à l'époque, était un étudiant de Jacqueline Bayon. Aujourd'hui, il est à la conservation départementale de Haute-Savoie, il est attaché de conservation et il continue toujours à faire de l'inventaire. Guillaume Sodeza, je l'ai eu aussi comme étudiant lorsqu'on était encore en DRAC, parce qu'on a été décentralisé en 2004. On a été donné aux régions par une loi d'obligation. Et nous sommes restés quand même en DRAC jusqu'à 2011, jusqu'à la construction de l'hôtel de région. Et Guillaume Sodeza était à la fois stagiaire avec l'UDAP, les architectes des bâtiments de France, et je l'ai beaucoup accompagné sur le terrain et sur la mise en place de cette base de données. Donc, description des caractéristiques d'un territoire, c'est un peu ce qui identifie l'inventaire. Hein. Il identifie les grandes lignes de force d'un territoire par des études à la fois topographiques et des études thématiques.
Je ne rentre pas non plus trop dans les détails. Donc, la documentation utilisée, la documentation, c'est les archives anciennes, dès qu'on en a, mais c'est surtout le permis de construire quand on peut le retrouver. C'est un élément fort de la documentation parce qu'il nous donne une date assez précise et souvent, on a les noms d'architectes. Donc, ça valorise un bâtiment d'avoir le maximum d'informations à la fois sur qui a bâti, quand il a été bâti et l'utilisation de ces matériaux. Parce que ces matériaux, cette finesse d'analyse qu'amène le terrain, va caractériser un territoire sur qu'est-ce qu'il utilise, la brique, la couleur des pierres, des carrières, quelle carrière, type de pierre granitique, calcaire, etc. C'est cette finesse qui va amener une valeur qui va identifier la valeur de construit, du bâti. Alors, pour en revenir aux bases de données, toutes les bases de données, donc toutes les données créées par l'inventaire sont mises sous une base qui s'appelle la plateforme régionale du service de l'inventaire, mais qui sont également versées sur les bases de données nationales du ministère de la Culture. On travaille sur deux bases de présentation de nos données, lesquelles vont offrir une indexation et permettre une interrogation nationale de toutes les données produites par les services. Concernant le travail qui a été fait avec Épure, c'est un travail de longue haleine qui a été fait vraiment avec je n'étais pas la seule dans le comité scientifique, il y avait toute l'équipe de l'ancienne guide conférencière, Sandrine Sanquer, Philippe Père, l'UDAP, les architectes des bâtiments de France, toutes les personnes qui travaillent à Épure aussi, qui étaient là et qui ont un regard. Et la base a été construite vraiment pour les besoins de cette agence d'urbanisme, et à tel point qu'il y a eu cette demande d'une évaluation beaucoup plus détaillée que celle que nous faisons à l'inventaire, avec une notation qui est donnée. Donc, le bémol de cette évaluation aussi détaillée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'accompagner par une argumentation. Pourquoi un bâtiment, par exemple, je vais dire n'importe quoi, une note de 1 à 5, si elle a 5, c'est un très beau bâtiment. Si c'est une note 1, c'est-à-dire qu'on peut mettre un permis de démolir très rapidement dessus ou des choses comme ça. Donc, oui, c'était une demande. C'est intéressant de regarder une évaluation à condition qu'elle soit accompagnée vraiment par une argumentation, c'est-à-dire par un texte qui explique la démarche et le pourquoi de cette évaluation. Voilà, j'ai un peu fait le tour. C'est une très belle base de données qui, j'espère, sera rapidement mise en ligne également pour être accessible à tous également. Je vous remercie. Donc maintenant, je vais passer la parole à Grégory Charbonnier pour qu'il nous présente la manière dont cet outil a pu être utilisé dans un dossier, dans un dossier porté par une politique publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, je suis Grégory Charbonnier, responsable du service ville d'art et d'histoire à la ville de Saint-Étienne et chargé depuis 2019 de l'extension de ce label sur l'ensemble de la métropole. Et à l'origine, l'inventaire, on en a besoin pour faire le pays d'art et d'histoire, autrement dit le PAH, de manière plus courte. Alors, le PH, c'est un projet de labellisation qui concerne le patrimoine. Label qui est décerné par le ministère de la Culture, label qui a été créé en 1985, donc plus ou moins récent, à vous de voir si c'est récent ou si c'est pas récent, qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Et c'est un label qui est décerné au territoire, qu'il soit commune ou intercommunalité, qui entendent mettre en place une politique de valorisation, c'est-à-dire faire découvrir, faire comprendre à la fois le territoire d'hier, ça en général tout le monde le comprend, et également le territoire d'aujourd'hui. Les premiers territoires labellisés, ils sont aisément identifiables, c'est là où il y a à première vue, on a le plus de facilité à trouver du patrimoine, Bordeaux, Versailles, Bourg, etc. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, il y a eu des communes comme Le Havre, Roubaix et Saint-Étienne
Saint-Étienne qui est labellisée ville d'art et d'histoire depuis 2001, donc essentiellement par son patrimoine 19e et 20e siècle. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce label, il n'est pas là pour récompenser ceux qui ont le plus de choses visibles, il est là pour mettre en avant les territoires volontaires, hein, volontaristes. À Saint-Étienne, l'objectif, c'était que les habitants connaissent mieux leur ville, mettent du sens à leur cadre de vie, adhèrent mieux à leur environnement, en gros, qu'ils soient plus fiers de leur ville. C'est pour vraiment pour un sentiment d'adhésion et à l'intention de l'habitant. Alors après, pendant 20 ans, on a fait des visites guidées, on a fait des éditions, on a fait des ateliers scolaires, etc., pour mettre en œuvre tout ça. Et puis arrive 2019. 2019, j'arrive pour étendre ce label, pour faire en sorte que la métropole de Saint-Étienne soit un pays d'art et d'histoire. Donc on arrive dans le petit tiret qui s'appelle un territoire divers. Parce que avant de parler de l'inventaire, enfin, et en même temps, ça sert on est dans le sujet. Saint-Étienne Métropole, alors je ne sais pas si vous êtes dans le territoire de la métropole ou pas, mais c'est 53 communes, donc ça commence à faire. C'est un territoire qui est composé de vallées, hein, il y en a 4 principales, Furan, Loire, Girondaine, avec des reliefs, Pilat, Lyonnais, Mont-du-Forêt, et puis également de la plaine du Forêt. Il y a des communes euh, très urbaines, Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Firminy, anciennement industrialisées. Bon, là, on voit une cohérence. Et puis, il y a des communes très rurales. Tout à l'heure, on a vu un ancien moulinage à Doisieux, on a vu une ferme à Marcenau. C'est-à-dire que Saint-Étienne Métropole, c'est un territoire très divers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un seul discours, une seule identité. Et je ne parle pas de la périurbanisation qui est quasiment présente sur toutes les communes. Bref, territoires divers dans les modes de vie, dans le patrimoine, dans le rapport au patrimoine. Et pour nous, pour travailler dans un péage, ça va être compliqué. Donc on aura besoin on va dire, d'un travail scientifique, objectif, pour réfléchir à tout ça. On arrive au troisième tiret, c'est également l'inventaire. Bon, c'est pour connaître, hein, évidemment, mais c'est aussi une obligation. C'est-à-dire que pour être labellisé, le ministère de la Culture nous demande de remplir 3 missions. La première et la plus importante, c'est de rédiger un dossier de labellisation qui est un vaste état des lieux et puis qu'il écrit le projet, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, avec qui, quand, etc. Il faut également mettre en place des actions de préfiguration de médiation, visites, éditions, ateliers, etc. Et puis, il faut faire un inventaire du patrimoine, c'est-à-dire un travail scientifique de repérage qui sert à mieux connaître le territoire, en gros, faire la carte d'identité patrimoniale de Saint-Étienne Métropole. L'inventaire, eh ben, il y en avait plusieurs qui existaient, qui s'adressaient soit à l'architecture, soit aux archives, etc. Parce que pour rédiger le projet de labellisation, il a fallu donc que je rédige ce dossier. Et dans le dossier, il fallait également voir tous les inventaires qui existaient. Je me suis aperçu qu'il y en avait pas mal. Mais il y en avait pas mal. En fait, il aurait fallu faire l'inventaire des inventaires. Ce qui n'était pas possible parce que chacun avait le sien. Dans les musées, il y a des inventaires de photographie, dans les archives, des inventaires d'archives. Dans certaines associations, on a repéré le patrimoine industriel, d'autres, c'est le patrimoine agricole, etc. Bref, il y en avait trop et en fait, on ne sait plus où on en est. Donc, pour moi, l'inventaire qu'a fait Épure entre 2019 et 2023, c'est l'inventaire de référence. C'est celui-ci auquel on agrégera tous les autres, s'il y a besoin d'agréger. On passe à un inventaire pour réfléchir le pays d'art et d'histoire. Parce qu'il faut mettre du contenu dans le pays d'art d'histoire et l'inventaire, il est utile. Donc cet inventaire, il a duré de 2019 à 2023 hein, sur les 53 communes. Ça fait beaucoup, 53. Alors, de manière exhaustive, mais qui concerne le bâti avant 1945. Parce qu'après 1945, il y a déjà eu beaucoup de constructions et que matériellement, c'était pas possible de le faire. Donc, on a convenu de s'arrêter à 45 et puis pour toute la période post-45, en fonction du programme partenarial entre Épure et Saint-Étienne Métropole, on le poursuivra en fonction des actions de médiation qu'on mettra en œuvre. En gros, par exemple, cette année, on s'est intéressé au patrimoine sportif et Épure, dans l'inventaire de 2023, puisqu'on y a réfléchi en amont, s'est penché sur ce sujet-là. Bref. Le premier tiret, nuancer les idées reçues sur le territoire. Ça, c'est venu avec les premiers résultats de l'inventaire, puisqu'on recevait la synthèse année par année. On a plutôt l'image, Saint-Étienne Métropole, d'un territoire industriel, au moins dans son histoire,
ce qui n'est pas faux, hein, mais l'inventaire a permis de nuancer quand même les choses. Et puisque, alors du coup, ça va avoir des répercussions sur notre travail, parce que si l'image est fausse, ça veut dire qu'il va falloir travailler autrement, nous, dans nos actions de médiation. Sur les résultats que j'ai, qui sont à peu près définitifs, on a repéré, enfin, Épure a repéré 7071 périmètres, soit 7071 bâtiments. La première typologie qui arrive, qui est la plus représentée, c'est l'architecture domestique. Il y en a presque 3000, c'est-à-dire que ça représente 41% de la base. C'est plutôt logique quand on voit les résultats habituels, c'est toujours l'architecture domestique qui arrive la première. Mais la deuxième, c'est pas du tout l'architecture industrielle, c'est l'architecture agricole. Les bâtiments agricoles représentent quasiment 24% des bâtiments repérés par Épure. Donc là, du coup, ça change un peu l'image qu'on a du territoire. La troisième typologie, c'est pas encore l'architecture industrielle, c'est l'architecture artisanale, commerciale et tertiaire. Il y en a environ 5%. Et c'est seulement en quatrième position qu'arrive l'architecture industrielle. Bon, il y a des explications. Euh, il y a eu pas mal de disparitions au moment des reconversions économiques, à partir des années 60. Il est évident qu'il y a beaucoup moins d'usines que de fermes, c'est pas la même taille, mais quand même. Quand on parle de Saint-Étienne Métropole, évidemment, il faudra parler, on devra mettre en avant les traces industrielles, mais on ne devra pas oublier, parce que c'est quand même la première typologie, et ça veut dire quelque chose. Il y a quand même beaucoup de traces, des constructions agricoles. Donc à retenir, Saint-Étienne Métropole, c'est de l'industrie, mais c'est également de l'agriculture. Donc c'est du territoire rural. Donc image à nuancer, mais il n'empêche que si on le regarde d'une autre manière, parce qu'on a toujours différentes manières de voir les choses, même quand ce sont des chiffres, si on additionne l'architecture agricole, l'architecture industrielle, l'architecture artisanale, commerciale et tertiaire, en gros, si on additionne les architectures du travail, on s'aperçoit que le travail représente exactement 49,99%, on va arrondir à 50% des traces de notre patrimoine local. Donc voilà, industriel à nuancer, mais n'empêche que le travail, c'est quelque chose qui revient et qui doit être présent dans notre futur pays d'art et d'histoire. Et ça tombe bien, puisque ça va alimenter les axes scientifiques. Deuxième tiret de la deuxième partie. Alors, une convention ville ou pays, il faut la problématiser. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler un petit peu de tout, mais il n'empêche qu'il faut qu'on montre qu'il y ait une réflexion et qu'on aborde l'histoire et l'identité du territoire de manière scientifique, voire universitaire. Donc, on va essayer d'aborder notre connaissance et notre médiation du territoire de Saint-Étienne Métropole par certains sujets qui devront revenir régulièrement, parce que ce sont ces sujets qui, pour nous, expliquent notre territoire. Ils sont les suivants. La circulation hommes, idées, matériaux, etc. Deuxième, c'est l'eau. Le troisième axe scientifique, ça va être les savoir-faire. Le quatrième, c'est la recomposition du territoire. Le cinquième, c'est tout ce qui tourne autour du design et de la modernité. Et enfin, le dernier, sixième et dernier, c'est la résilience. Je ne vais pas vous les expliciter, mais je relève que tout ce qui est savoir-faire, design, modernité et résilience, ça sort également du domaine du travail. Donc, en fait, ce que nous a révélé l'inventaire, on s'en est servi également pour en faire la problématique, une partie de la problématique de notre futur pays d'art et d'histoire. Donc vraiment, ça a servi à quelque chose. C'était une mission réglementaire et c'est une mission également qui nourrit notre réflexion. On va passer à la dernière partie. Donc ça va nous servir également pour mettre en œuvre le pays d'art et d'histoire. Pour le futur pays d'art et d'histoire, on a mis en place un plan d'action sur 10 ans avec des actions de médiation, alors visite guidée, visite en randonnée, conférences, enfin tout ce qui peut exister que vous connaissez déjà, hein. On veut, c'est parler de notre patrimoine, de notre histoire, de notre cadre de vie. On a voulu quand même thématiser tout cela, c'est-à-dire qu'il y aura 2 thématiques par an qui correspondent à nos 2 programmations qu'on sort tous les 6 mois, une en été, une en hiver. Et je vais vous expliquer ce qu'on a prévu de faire à partir de cette année d'ailleurs. Une des thématiques de 2024, ça a été le logement ouvrier. Si vous froncez un petit peu les yeux sur la diapo, vous voyez Parcours Saint-Étienne et sa métropole en vert. Il est dédié au logement ouvrier, c'est-à-dire qu'une thématique, ça s'articule autour en général d'une édition
et puis de visites guidées, de conférences. Enfin bref, c'est tout un package d'actions autour d'un même sujet. Et Épure avait inventorié le logement ouvrier. Alors, c'était même antérieur à la campagne d'inventaire que nous connaissons, ça date de 2007, mais on s'est appuyé dessus, évidemment. En 2026, on entend se pencher sur le monde agricole. C'est normal, c'est la première typologie architecturale qui ressort de l'inventaire. On ne peut pas ne pas en parler. Puis l'année suivante, en 27, on a prévu de s'intéresser à tout ce qui est patrimoine, architecture et édifices remarquables. On ne parle pas des monuments historiques nécessairement, mais de tout ce tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, qui pose question, qui peut intéresser les gens. Et là également, l'inventaire sera incontournable pour alimenter cette programmation. En 2029, on s'intéressera à l'industrialisation des fonds de vallée. Il y a eu beaucoup de pertes, de démolitions, mais là également, des premiers réflexes, ça sera d'ouvrir la base Épure pour commencer à travailler. 2031, ce sera le renouvellement urbain. Donc, qui dit renouvellement urbain dit plutôt construction post-45. Donc là, sûrement, ça sera l'occasion d'alimenter la base Épure, puisqu'on sera sur la période la plus récente. Et puis, il y aura la reconversion industrielle en 2032. Là également, il faudra s'appuyer à la fois sur la base Épure pour voir ce qui existait avant 45 et puis l'alimenter pour tout ce qui a été construit ou reconverti après 1945. Donc, l'inventaire sera au cœur de nos actions de médiation et de mise en œuvre du pays d'art et d'histoire. Et puis enfin, pour terminer, plus concrètement, l'inventaire va nous servir à nourrir les actions de médiation, c'est-à-dire mettre du contenu, savoir ce que l'on va dire dans nos visites, dans nos éditions, etc. Déjà, quand on consulte l'inventaire d'une commune, ça nous aide déjà à percevoir l'identité de cette commune. Bon, quand on va à Chagnon, on s'aperçoit que oui, il y a des fermes, oui, il y a pas mal de bâtiments qui ressortent de l'architecture domestique. Quand on va sur d'autres communes, on perçoit déjà des petites choses qui, sans aller encore dans la bibliographie, on perçoit qu'on va pencher sur un côté ou d'un autre de nos discussions. L'inventaire nous aide aussi également à pointer certains bâtiments qu'on va montrer en visite, parce qu'ils veulent dire quelque chose, parce qu'on a suffisamment d'éléments, d'informations. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on sur 7000 bâtiments, évidemment, qu'on ne les a pas tous documentés de manière précise. Donc, ça sera également l'occasion d'aller un peu plus loin. Et puis, ça fera aussi l'occasion, lors de nos recherches annexes, d'enrichir l'inventaire. Mais ça, je l'ai déjà partiellement dit. Je terminerai mon intervention en faisant un exemple 2024. En 2024, Jeux Olympiques oblige, on s'intéresse au sport et on est en train de préparer un ouvrage sur sport et aménagement sportif dans la région stéphanoise. C'est pour ça que l'année passée, Épure et le personnel, les stagiaires d'Épure ont travaillé dessus, ce qui nous a permis de faire remonter environ 45 équipements qui existent encore, qui nous ont permis d'alimenter l'ouvrage, de l'expliquer, de le mettre en contexte. Je vous donne quelques exemples que vous connaîtrez ou pas. La piscine Tournesol de Sorbier, années 70, l'Envol Stadium d'Andrézieux, qui est très récent. On parle vraiment aussi de bâtiments qui existent depuis peu. Alors, pour le coup, on est sur le poste 45. Le complexe sportif de Quintin, la Ricamarie, un ancien terrain minier reconverti. Donc là, ça permet également de parler d'autres choses. Côte-Chaude, fait par les mineurs et également sur un terrain minier. Et puis les gros complexes stéphanois de Méon et Tivalières. Une pratique assez ancienne qui veut dire quelque chose plutôt aristocratique et plutôt aux origines du sport local, c'est l'hippodrome de Saint-Galmier. Et puis on a aussi l'avènement de la piscine, l'avènement des sports plutôt loisirs, des sports loisirs, loin plutôt de toute forme de fédéralisation, mais plutôt de sport hédoniste où sport et loisirs sont très liés, c'est la piscine à vagues de Saint-Chamond. Bref, tout ça pour vous montrer que cet inventaire, ça a été un besoin pour le pays d'art d'histoire, ça a été un outil pour concevoir la problématique du pays d'art d'histoire, et l'inventaire, ça va nous servir, il faudra qu'on s'en serve. Il faudra qu'il y ait des allers-retours entre Épure et nous pour le mettre en place. Ce qui me permet de conclure sur mon intervention, c'est-à-dire que là, je vous parle du futur PH, c'est-à-dire que Saint-Étienne Métropole n'a pas encore signé la convention de pays d'art d'histoire. Donc, tout ce que je vous ai dit, je le conjugue un peu, alors non pas au conditionnel, mais plutôt au futur.
mais dès que ça sera fait, on continuera, on entamera notre PH et on continuera à travailler avec l'inventaire et des purs sur les années post-45 ou alors pour compléter l'inventaire pré-45. Merci à vous. Merci Grégory. Donc, je vais poursuivre assez rapidement pour voir les autres utilisations de l'outil dans d'autres études qu'on mène à l'agence et notamment dans le cas de l'élaboration du PLUI, puisque ça a pu servir pour alimenter le diagnostic du PLU intercommunal. Et notamment, effectivement, là, on a plus de 7000 périmètres aujourd'hui dans la base. Et il y en a moins d'un cinquième qui bénéficie actuellement de périmètres de protection, que ce soit des secteurs, des sites patrimoniaux remarquables ou des monuments historiques. Mais également, ça a pu servir à faire ressortir les enjeux en matière de patrimoine qui ont pu être mis en débat à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre du PLUI. Donc, voilà, il y avait des enjeux qui étaient ressortis, comme la préservation des maisons de maître, des parcs, des cités ouvrières, parce que finalement, on est quand même un territoire industriel et on s'est rendu compte que les cités ouvrières, finalement, il y en avait assez peu et qu'elles étaient peu reconnues. Et puis, bien sûr, la préservation de tout, comme effectivement, on est aussi un territoire très agricole, de tous les centres anciens caractéristiques avec les fermes et les bâtiments emblématiques dans ces secteurs. Et encore une fois, pour aller plus loin dans le cadre du PLUI, cette base nous a avec les éléments actuellement dans la base et notamment tout ce système de notation, malgré voilà, ça nous a permis de faire ressortir les bâtiments plus ou moins remarquables et qui permettent de dessiner l'identité d'une commune. Donc ici, c'est à Saint-Priest. Donc on a pu croiser les typologies, donc recensées dans la base, avec la valeur patrimoniale des différents éléments. Et ça permet de faire ressortir vraiment les éléments emblématiques, les parcs à préserver. Et là, on voit bien que sur la commune de Saint-Priest, il y avait un axe un peu sensible au niveau du patrimoine qui se dessinait entre le Cray et le fond de vallée. Je vais laisser la parole à Lorraine pour vous montrer comment on a pu utiliser l'outil dans le cadre d'autres missions réalisées à Épure. Bonjour, Lorraine Poussonnet, je suis responsable du pôle aménagement et cadre de vie à Épure. Dans ces deux slides, vous montrer comment on utilise la base pour des projets opérationnels. Le premier exemple sur lequel on travaille depuis 2021 avec Saint-Étienne Métropole et ses partenaires, c'est le projet partenarial d'aménagement qui a lieu sur les vallées du Gier, de l'Ondaine et du sud de Saint-Étienne. Autant dire qu'on est dans une phase de passage à l'opérationnel. On est sur un site qui s'étire sur 13 communes dans la vallée du Gier et de l'Ondaine, donc fortement marquée par l'histoire industrielle. Et il était très important, quand on a réalisé le diagnostic, de faire cette mise en récit patrimoniale, parce qu'on sait que quand on enclenche la dimension opérationnelle, on a vite fait un petit peu d'oublier toutes les belles phrases qu'on s'est dit sur le patrimoine. On peut rapidement assimiler une usine à une friche et à quelque chose à construire. Je vois que imaginez ce territoire sud-stéphanois et surtout imaginer dans la mise en récit ce qui fait système urbain. De mettre en récit, Grégory parlait du patrimoine industriel, souvent on le limite au vaisseau d'industrie. Nous, ce qu'on aime raconter, c'est la mise en lien qui raconte beaucoup de choses du territoire. Dans le système industriel, on avait souvent le vaisseau d'industrie, mais aussi sur les collines, on avait les châteaux d'industrie, les maisons des patrons. On avait les cités ouvrières, des traces qui parfois ne sont pas dans l'esprit de tout le monde et qui font système. Souvent, les vaisseaux d'industrie étaient très liés à des éléments de patrimoine paysager. Alors évidemment que les industries étaient souvent accolées aux rivières qui étaient elles-mêmes des outils de production pour la force motrice de l'eau. On peut parler aussi de toutes les infrastructures du territoire, en tout cas dans le Sud-Loire, la voie ferrée, enfin le chemin de fer, premier d'Europe continentale, le canal du Gier, beaucoup d'éléments d'infrastructure dont on hérite aujourd'hui dans nos structures sont liés à cette histoire de la production et du travail. On aime bien re-raconter cela parce que souvent, dans les préoccupations actuelles ou préopérationnelles, très, très vite, on peut dire qu'une cité ouvrière n'est plus adaptée aux besoins actuels de logement.
on aurait peut-être envie de la démolir. Donc on aime raconter cette histoire et raconter le territoire par ces systèmes urbains qui racontent autant le patrimoine bâti que le patrimoine paysager. Autre exemple, oui, parce qu'après, donc nous, Épure, on va veiller jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle à ces questions. Le site du PPA concentre, il y a eu beaucoup, comme l'a dit Grégory, dans les années 80-90, beaucoup de démolitions de friches industrielles, mais il en reste encore. Nova Syrie est dans ce territoire, mais il est déjà traité et un bel exemple de revalorisation. Mais on a encore devant nous des sites comme Ackhurst ou l'ex-Duralex à Rive de Gier qui représentent ce genre de patrimoine. Autre petit exemple de déclinaison opérationnelle qui peut être de beaucoup plus petite taille, une question posée par la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, sur une chapelle. Et des chapelles, il y en a beaucoup. On est dans le patrimoine religieux. Et la commune se pose la question en se disant la chapelle n'est pas utilisée. Peut-être que la démolir serait intéressant pour faire du stationnement, du parking. Les petites communes, souvent, sont embarrassées de ce patrimoine. Là, la base patrimoine et le partenariat qu'avait mis en œuvre déjà Épure auprès de ses partenaires a permis à Chantal et à Grégory, enfin à tout le monde, de se réunir rapidement en réunissant ABF, technicien de Saint-Étienne Métropole. Moi, je n'y étais pas, mais je sais qu'il y a une dynamique immédiate pour aller un peu repérer la qualité patrimoniale de ce lieu et surtout la sortir d'une étude urbaine qui va aider la commune à se projeter dans l'avenir de ce bâtiment. Et au final, si tu veux compléter, Chantal, mais cette synergie collective, cette nouvelle approche du patrimoine un peu plus éclairée et aussi force de proposition, parce que la mairie a pu voir qu'on peut transformer une chapelle en autre chose qu'un lieu religieux. Donc finalement, le bâtiment sera conservé avec des idées de réutilisation pour la collectivité. Tu veux compléter, Chantal Non, mais c'est... Non, voilà, c'est pour donner aussi un... autre exemple sur le bourg médiéval de Saint-Éan, où là, Épure, on a repris une synthèse d'une étude patrimoine réalisée par Archipat. Alors là, je vais te laisser parler, peut-être je connais moi. Vas-y, Chantal. Bon, là, c'était juste pour dire que, en fait, le fait que, à l'époque, il y a la commune de Saint-Éan qui voulait démolir un îlot pour faire du logement. Et comme dans la base patrimoine, il y avait des éléments qui étaient recensés, donc ça a fait alerte pour nous et ça a permis d'enclencher une réflexion en lien avec l'architecte des bâtiments de France, EPORA, et la commune de Saint-Éan. Donc, l'architecte des bâtiments de France a fait appel à Archipat et tous ensemble, enfin, Archipat donc, a réalisé une étude très approfondie pour voir ce qu'on pouvait démolir, pas démolir, conserver dans le cadre de ces immeubles. Et c'est grâce à ça, grâce à ce travail collectif qu'a pu émerger un projet très intéressant et très adapté à ce site. Donc, du coup, je veux dire, il y a un consensus qui s'est dégagé entre l'ABF, EPORA et la collectivité grâce à une réflexion collective, en fait. Ça montre bien que cet outil d'inventaire, l'importance de cet outil, il y a l'outil d'inventaire qui est très intéressant, mais il y a aussi la dynamique partenariale qui a été créée depuis 2009 et qui est utile, comme on l'a vu, à toutes les étapes. C'est surtout aussi pour nous la réunion a fait de deux mondes qui ne communiquent pas forcément toujours ensemble, le monde du patrimoine et le monde opérationnel, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc c'est cet outil et cette dynamique doit continuer à exister, en tout cas. Elle a été pensée pour s'enrichir des contributions de chacun et elle a vraiment une vocation pour qu'elle soit vivante. Elle doit être alimentée et elle doit servir aussi à aider à la décision des projets futurs. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose maintenant dans le temps restant, c'est à moins que nos partenaires, Grégory, Nadine, vous vouliez ajouter quelque chose, ou Benoît, si oui, c'est maintenant. Sinon, on va laisser place aussi à un chat questions-réponses. Donc, dans les webinaires d'Épure, il se passe uniquement par des questions écrites sur le chat auxquelles on va répondre. J'en ai une. Alors, c'est pas par chat. Je vais commencer par une question. Est-ce que la base est un appui pour le PLU? Est-ce
que vous m'entendez, Chantal? Oui, oui. Est-ce que c'est un appui pour le PLU? Est-ce que vous vous en servez justement dans votre hiérarchisation pour mettre des éléments bâtis à protéger, par exemple, à préserver? Est-ce que ça sert à ça concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Je vous remercie. Eh ben, effectivement, la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, où on croise les données qui sont issues de la base patrimoine, ça nous permet de produire une planche réglementaire pour faire ressortir les éléments à préserver strictement, les éléments à préserver dans leurs alignements, les espaces boisés, etc. Voilà, ça permet effectivement d'identifier les bâtiments d'intérêt patrimonial, mais à l'échelle du territoire de Saint-Étienne Métropole, puisque tous les éléments ont été évalués de la même manière. Donc, ça permet de faire vraiment ressortir les spécificités, et ces spécificités, elles sont traduites dans les planches réglementaires. Enfin, c'est ce qu'on propose actuellement aux élus dans les planches réglementaires patrimoine. Oui. Et Chantal, est-ce que vous pouvez nous parler du devenir de la base? Comment ça va s'enclencher? Qui est-ce qui la finance? Comment elle fonctionne? Comme ça peut être intéressant aussi de voir cet aspect-là. Mais ce que je soulignais, c'est effectivement qu'aujourd'hui, l'inventaire du patrimoine est hébergé dans ce qu'on appelle, nous, le socle, qui est la partie mutualisée, si je le dis comme ça, 100% mutualisée, pour l'ensemble du partenariat, parce qu'effectivement, Saint-Étienne Métropole a choisi de ne pas poursuivre spécifiquement sur cette mission, et comme je le disais, c'est pas grave, parce qu'il y a eu tout ce travail sur le long terme qui a été effectué, qui a permis de mettre en germe, notamment avec tout ce qui était dit par ailleurs, cet inventaire du patrimoine. Donc aujourd'hui, il est hébergé dans le centre, donc il est financé par l'ensemble des partenaires participants à l'association. Néanmoins, il a aussi vocation à s'étendre sur éventuellement d'autres parties du territoire. J'ai vu effectivement dans le chat qu'un certain nombre de partenaires en dehors de Saint-Étienne Métropole et partenaires de l'association étaient présents. Donc, ce type d'outil peut être aussi fait sur d'autres territoires du département et de notre partenariat. Donc voilà, pour vous répondre synthétiquement, effectivement, c'est hébergé dans le socle, complètement mutualisé, mais on a très de vocation, selon les envies, les besoins des partenaires, en fonction de leurs besoins de planification de projets urbains ou spécifiquement de constituer un inventaire, d'aller sur d'autres territoires. Il y a une question, est-ce que cet inventaire sera accessible à d'autres structures? Non, il n'est pas en ligne. Hein, alors, il n'est pas en ligne. Après, comme tous les travaux qui passent par l'agence d'urbanisme, de nouveau cette vocation partenariale, tous les travaux qui sont... alors, c'est une rédaction d'une délibération de 2017 qui ouvre tous les travaux de l'agence après l'AG suivante à l'ensemble des partenaires. Donc, tous les documents qui sortent de l'agence d'urbanisme ont vocation à être ouverts à l'ensemble des partenaires au bout d'un an. Oh, c'est vrai qu'actuellement, il reste encore quelques, on va dire, toilettages un peu effectués hein, sur 7000 périmètres. Voilà. Mais je pense qu'en fait, effectivement, l'objectif, c'est bien de mettre ce WebSig en ligne sur le site des PLU. Et aujourd'hui, qu'il est hébergé par le socle, c'est encore plus de vocation, effectivement, à être partagé aux partenaires. C'est complet et certainement qu'on vous a passionné. Donc, on reste évidemment à votre disposition pour pouvoir poursuivre les échanges dans d'autres cadres. L'idée, c'est que ce webinaire puisse alimenter un certain nombre d'envies, de réflexions de votre part. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de clore ce webinaire en remerciant l'ensemble des participants et en particulier, encore une fois, Monsieur Charbonnet et Madame Alétine Dubois, ainsi que Chantal et Laurane qui ont animé ce séminaire. Et n'hésitez pas à le voir en replay, en soirée, en famille. N'hésitez pas, avec plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.